Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 2 sur le chapitre propriété de dépendance intitulé exemple de propriété de dépendance. Nous essaierons de réaliser concrètement à travers cette vidéo comment implémenter depuis le code une propriété de dépendance. Donc pour ce faire, nous avons ici dans notre interface un ensemble de contrôles, c'est-à-dire ce textbox, ce label et ce border qui vont participer à la réalisation de cet exemple. Donc nous allons déjà commencer par lancer notre application ici afin de expliquer à chacun de nous à peu près ce que nous comptons avoir comme résultat. Dans notre fenêtre, nous souhaitons à chaque fois que nous tapons une valeur ici, que cette valeur-là, c'est-à-dire en termes de valeur double qui est numérique, puisse affecter le niveau d'arrondi de notre bordure qui se trouve ici. Donc pour ce faire, nous partons dans la partie code. Donc nous faisons afficher le code. À partir d'ici, nous allons commencer par placer un champ de propriété de dépendance. Donc nous mettons public pour que notre propriété puisse être accessible à l'extérieur de cette classe. Donc nous faisons public read only static dependency property que nous allons appeler type property. À retenir au passage que la classe dependency property n'a pas en son sein un constructeur, ce qui veut dire que tous les éléments contenus dans cette classe ne sont accessibles que de façon statique, ce qui fait que nous déclarons une valeur de type statique ici pour que à travers nous puissions avoir accès à la propriété statique register qui se trouve dans notre classe dependency property. Vu qu'une méthode statique ne peut être appelée que dans un constructeur statique, alors en ce moment ce qu'allons faire est de définir un constructeur statique. Donc ça va être static window, main window, et à l'intérieur de ce dernier nous pouvons alors enregistrer notre propriété de dépendance dans le système. Mais bien avant, nous allons définir la propriété enveloppe de notre propriété de dépendance. Alors en ce moment, ceci va être une propriété normale et propriété qui ici va porter le même nom que notre champ dependency property, à la différence que cette dernière va seulement avoir la partie préfixe et va oublier le suffixe property. Alors en ce moment, nous mettons enveloppe de la propriété de dépendance. Et puisque notre champ s'appelle type property, alors en ce moment notre propriété ici de type CLR, c'est-à-dire comme en langage runtime, alors cette dernière va porter simplement le nom de taille, donc dont la portée va être publique et de type double. Nous plaçons les get et les set et le set. Le get va renvoyer une valeur renvoyée ou retournée par la propriété getValue du système. Nous convertissons. Ici nous aurons type property, présente notre propriété de dépendance, et nous renvoyons cette valeur-ci. Nous allons simplement importer l'espace de nos systèmes. Nous faisons appel à la méthode setValue qui va avoir comme argument notre propriété de dépendance ainsi que la valeur qui va lui être affectée. Donc la propriété enveloppe qui se trouve ici à ce niveau est en fait en réalité une propriété qui ici ne retourne pas la valeur ou ne cède pas la valeur de la propriété de dépendance. La valeur de la propriété de dépendance est affectée ou est retournée à travers les méthodes getValue du système ou les méthodes setValue. Simplement, elle se contente de retourner la valeur renvoyée par la méthode getValue dans le get de cette méthode, de cette propriété comme en langage runtime, et elle se contente simplement de faire appel à la méthode setValue qui alors ici va citer la valeur récupérée depuis le système à notre propriété de dépendance.
Donc, ce qui veut dire qu'une propriété normale que nous connaissons, c'est-à-dire une propriété définie avec un champ privé et puis avec un get et un set, est en fait en réalité une partie fonctionnelle d'une propriété de dépendance. Et puis après qu'on ait fait ça, on va passer alors en ce moment à la phase d'enregistrement de notre propriété de dépendance dans le constructeur static main window que nous avons ici. Donc nous allons déclarer l'instance d'une classe framework property metadata pour lequel nous allons placer frm ppty metadata que nous nommons de cette façon framework property metadata. Nous faisons appel à notre champ type property auquel nous allons affecter la valeur de la propriété de dépendance qui va être enregistrée. Donc nous mettons dependency property, nous faisons appel à la méthode register pour l'enregistrement de cette propriété de dépendance, et cette méthode nous demande comme argument en premier lieu le nom de la propriété CLR. Donc mettons virgule, et à ce niveau nous mettons le type de notre propriété de dépendance, c'est-à-dire le type que ce dernier va utiliser pour une affectation ou bien pour une récupération. Alors nous mettons comme troisième argument, nous mettons le type propriétaire qui inscrit la propriété de dépendance, c'est-à-dire la classe de type dependency objet dans lequel se trouve notre propriété de dépendance. Ici, notre propriété de dépendance est enregistrée dans cette classe main window, et cette classe main window dérive de la classe window qui elle-même dérive de la classe de base dependency object. Nous mettons type of main window, puis l'instance de l'objet framework property metadata qui est la métadonnée de propriété pour la propriété de dépendance. Donc nous mettons frm property metadata. Donc nous pouvons nous limiter finalement à ce nombre d'arguments pour ce constructeur-ci dans le cadre de l'enregistrement de notre propriété de dépendance. Puis nous focaliser pour la suite sur l'objet de notre classe framework property metadata. Cet objet permet de définir en fait comment notre propriété de dépendance va se comporter lorsque une valeur lui est affectée. Donc via cette instance, le framework property metadata, nous pouvons faire appel à un ensemble de propriétés booléennes qui permettent ici de définir le comportement que va avoir le système. Alors par exemple, affect arrange ici obtient ou définit une valeur qui indique si une propriété de dépendance peut affecter la mesure de contrôle propriétaire lors du rendu de l'interface. Donc nous pouvons mettre cette valeur par exemple à true, et pour la suite, lorsqu'on revient au framework property metadata pour faire le tour de l'ensemble des propriétés, le affect measure obtient ou définit une valeur qui indique si une propriété de dépendance peut affecter la mesure de contrôle propriétaire lors du rendu de l'interface. Le affect parent arrange ici obtient ou définit une valeur qui indique si une propriété de dépendance peut affecter, c'est-à-dire l'arrangement de rendu des éléments contenus dans son contrôle parent. Et le affect parent mesure ici obtient ou définit une valeur elle aussi qui indique si une propriété de dépendance peut affecter le rendu de mesure de la disposition de son élément parent pendant des opérations de moteur de présentation. Et le affect render ici obtient ou définit une valeur qui indique si une propriété de dépendance peut affecter le rendu général d'une façon qui n'influence pas spécifiquement la disposition ou la mesure, mais qui nécessiterait un nouveau dessin. Alors par exemple, le bind to web by default ici obtient ou définit une valeur qui indique si la propriété effectue une liaison two-way par défaut. Là c'est dans le cadre des liaisons par exemple, éléments qu'on a suffisamment exposés dans la partie des vidéos. Alors le query value callback ici que nous utiliserons dans cette vidéo obtient ou définit une référence à une implémentation query value callback spécifiée dans la métadonnée. Celle-ci est héritée de property metadata. Alors ici, le default update source trigger obtient ou définit la valeur par défaut pour update source trigger à utiliser lorsque les liaisons pour la propriété de dépendance ou les liaisons pour la propriété de dépendance avec ces métadonnées sont appliquées, lesquelles ont leur update source trigger dont la valeur est default. Donc nous allons faire appel au query value callback, lequel nous allons faire appel à une nouvelle instance de query value callback ici, qui reçoit un objet que nous allons par exemple appeler contrainte conversion.
et qui en ce moment retourne une valeur. Notre instance de la classe QuersValueCallback reçoit alors un objet que nous avons appelé ici contrainte conversion et qui contraint la valeur affectée à la propriété de dépendance à une certaine plage de valeur suivant les contraintes de l'objet de dépendance. C'est-à-dire ici que nous allons venir ici pour définir cet objet-là et qui va prendre un certain nombre d'arguments. Donc nous pouvons venir le définir à ce niveau. Mettons private static object. Et en termes d'argument, je rappelle à une dependency object, en l'occurrence notre fenêtre ici. Donc nous mettons contrôle, parce que notre fenêtre aussi a aussi un contrôle. Et nous mettons object qui va être ici la valeur qui va être affectée à notre propriété de dépendance. Et nous n'avons pas mis d'identificateur, donc il va être notre contrainte conversion. Et après, il faudra que nous retournons une valeur. Donc nous mettons return valeur, c'est-à-dire la valeur qui y est passée. À l'intérieur de cette dernière, nous allons faire une certaine évaluation. Donc nous mettons double point parse est inférieur à 0. Nous dirons que notre valeur est égale à net absolu double point parse slash. Ce qu'on a fait ici, c'est que notre propriété de dépendance va recevoir une certaine valeur. Alors la valeur qui va être reçue peut être une valeur négative ou bien une valeur simplement un caractère, parce que c'est une valeur qui est saisie dans notre champ de texte. Alors nous, notre souhait, vu que cette valeur va être passée à la propriété de dépendance dans la méthode textChange de notre text box ici, alors ce qu'allons faire est de vérifier si la valeur alors en ce moment est une valeur négative, et dans quel cas nous allons nous charger de changer cette valeur en une valeur positive pour la retourner vers notre propriété de dépendance afin que cette dernière soit affectée à la propriété property change callback. Celle-ci alors en ce moment puisse affecter la valeur de notre bordure. Donc pour ce faire, nous revenons à notre framework property metadata. Dans notre constructeur statique ici, nous faisons appel à cette dernière et nous faisons appel à la propriété property change callback. Propriété qui est affectée, nous allons faire appel à une méthode ici que nous allons nommer quantIChange. Nous copions cette méthode là et alors en ce moment nous allons essayer de générer cette méthode. Nous allons mettre private void quantIChange pour lequel nous allons passer une dependency object, en l'occurrence notre fenêtre que nous allons appeler sender. Et comme argument, ça va être un argument de type dependency property change event args. Et à l'intérieur de cette dernière, nous allons faire appel à une instance de notre fenêtre main window, donc que nous dirons cette fenêtre. Main window, donc nous procédons à une conversion de la valeur qui va être passée en argument. Donc via l'instance de notre fenêtre, c'est-à-dire cette fenêtre. Nous faisons appel à notre bordure qui se trouve du côté XAML, ma bordure. Et nous faisons appel au corner radius de ce dernier. Et alors, allons affecter. Donc, nous mettons new corner radius et qui s'attend en termes de valeur à une valeur double. Donc, nous allons procéder ici à un parsing de la valeur qui est récupérée à travers notre propriété de dépendance. Dans la fenêtre, donc nous mettons cette fenêtre .type.toString. Et puis finalement, dans notre méthode textbox textChange ici, nous allons alors en ce moment, dans cette dernière, essayer de récupérer la valeur qui est tapée et affecter celle-là à notre propriété de dépendance, après que nous ayons bien sûr essayé de parser cette dernière pour nous assurer que nous avons bien récupéré une valeur numérique de type double. Donc nous mettons double valeur ici. Conversion OK, c'est-à-dire une variable de type boolean. Nous faisons appel au type double et puis à la méthode tryParse qui nous renvoie une valeur boolean, c'est-à-dire true ou false. Et nous nous référons à notre fenêtre 10. Donc mon champ de texte, .text, à ce nouveau, nous renvoyons la valeur après que cette dernière soit évaluée.
après nous voyons le résultat qui est obtenu à travers la méthode try-pass. Donc si la conversion est OK, donc c'est-à-dire qu'à ce niveau nous avons une valeur numérique, alors en ce moment nous affectons notre propriété de dépendance. Donc on va dire taille valeur tout simplement. Puis nous régénérons tout cela pour voir si on est OK. Et puis nous allons essayer de récapituler pour savoir exactement toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés pour la réalisation de notre propriété de dépendance. Ce qu'en premier lieu, on a procédé à la définition d'un champ statique de type de propriété de dépendance et read only. Donc on va dire étape 1. Donc déclaration d'un champ de type propriété de dépendance. Et comme seconde étape, nous sommes directement allés à la définition de l'enveloppe de la propriété de dépendance, c'est-à-dire à la réalisation de cette dernière. Donc nous mettons ici étape 2. Et comme étape 3, on est revenu pour l'enregistrement de notre propriété de dépendance ici à ce niveau. Mais bien avant d'abord, nous sommes assurés d'avoir une instance de la classe Property Framework Data. Donc nous mettons étape 3 d'un objet de la classe Property Framework Data. Metadata. Et comme dernière étape, pour notre propriété de dépendance, on est passé à l'enregistrement de notre propriété de dépendance. Pour qu'en fait notre propriété de dépendance soit prise en compte et reconnue par le système. Donc ici nous allons dire instantiation et spécification d'un objet de la classe Property Framework Metadata. Donc voilà grosso modo ce qu'il fallait faire pour la réalisation d'une propriété de dépendance. Donc nous allons lancer toute cette application pour voir à peu près ce que cette dernière nous fait. Donc ici nous avons notre fenêtre et ce que nous comptons faire était de taper une valeur ici et que celle-ci puisse s'appliquer à notre bordure en termes d'arrondi, du degré d'arrondissement de la bordure. Donc quand nous mettons la valeur 1, 2, 12, donc nous voyons cette valeur qui change ici. Et quand nous revenons et que nous mettons par exemple une valeur négative, c'est-à-dire 1, 2, 3, toujours la valeur change parce que tout simplement cette valeur a été tout simplement parsée et puis convertie en une valeur positive. Donc voilà en fait grosso modo ce qu'il fallait réaliser donc en termes de propriété de dépendance. Mais bien avant de continuer, nous allons essayer de charger une image ici à ce niveau, image qui va nous permettre ici d'un peu récapituler à peu près de façon schématique tout ce que nous avons expliqué sur les propriétés de dépendance et que nous allons placer comme branche de notre rectangle ici à ce niveau. Donc nous allons mettre Alt Shift A pour choisir pour aller récupérer cette image. Donc Shift Alt A plutôt. Et nous venons dans le bureau et que nous allons en ce moment faire des note-off et que à l'intérieur de ces derniers, nous allons venir choisir une image de type JPEG ici. Nous mettons système PDD et nous allons copier simplement cette image à ce niveau. Nous faisons ajouter et dans notre fenêtre ici, nous allons choisir, nous allons mettre une image proche au niveau de la partie window. Donc nous mettons ici donc dans la partie ressources de notre fenêtre, nous allons simplement ajouter une image proche ici à ce niveau. Et donc comme image source de cette image-ci, nous allons mettre ceci et nous allons mettre .png et puis finalement nous allons fermer cette image proche et nous allons donner une clé à notre ressource ici. Donc en termes de xkey, nous allons simplement le donner ce nom et puis nous venons ici à notre border et puis en termes de background de ce dernier, nous allons simplement mettre une valeur de type statique, c'est-à-dire static ressource et comme clé de notre ressource. Alors en ce moment, nous allons mettre la valeur de système.pdd pour que non pas le broche de notre bordure. Donc nous allons tout simplement remettre cette dernière à la valeur de black. Donc
qui va plutôt cette fois-ci être black que nous remettons, et puis nous allons mettre le ici. Alors nous avons simplement mis comme background de notre élément ici une image. Donc quand nous rechargeons à ce niveau notre fenêtre, donc pour un peu plus l'élargir, nous allons mettre ici la hauteur de notre fenêtre à 450 et puis le width de ce dernier à 725. Et bien alors lançons notre fenêtre ici pour voir à peu près et puis récapituler assez rapidement. Donc dans notre fenêtre ici, cette image qui est chargée, c'est toujours notre border. Ici, nous avons notre propriété de dépendance ici, dependency property, qui appartient à notre dependency object ici et qui est enveloppée à travers les méthodes setValue, à travers une propriété CLR ici, qui a en son sein les setValue et getValue qui permettent d'affecter et de récupérer les valeurs qui sont affectées à notre propriété de dépendance. La propriété de dépendance est accédée via son instance dans la partie système, et nous avons une méthode register ici à ce niveau qui permet d'enregistrer notre propriété de dépendance dans le système. Donc quand nous revenons ici toujours pour marquer différentes valeurs, nous avons toujours notre border ici qui change de corner en fonction de la valeur que nous saisissons en cela. Donc voilà ce qu'il fallait retenir sur les propriétés de dépendance. Nous laissons cette image ici, le même que cette solution et qui va avec cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.